Je suis ravi finalement d'être parmi vous. Et c'est un immense plaisir pour moi d'ouvrir cette cérémonie de remise du premier prix de thèse de l'Institut Georges Pompidou, en particulier ici, donc en Sorbonne, dans une salle qui, depuis des décennies, a vu se soutenir de si nombreuses thèses de haut niveau en sciences humaines et en particulier en histoire. Comme vous le savez sans doute, ou peut-être, nous avons attribué pendant plusieurs années un prix Georges Pompidou aux personnalités éminentes dans leur domaine de compétences qui font rayonner la culture française. Je me souviens avoir vu notamment remis le prix Georges Pompidou à Soulages il y a 3 ans au ministère de la Culture, rue de Valois. Ce fut, comme vous pouvez l'imaginer, un grand moment. Mais vous ne perdez rien au change. Nous créons ce nouveau prix et nous espérons bien lui donner l'audience du précédent, pas de son voisin. Et ce prix de thèse veut promouvoir le travail de jeunes chercheurs et encourager la recherche sur Georges Pompidou en son époque et son époque. Et nous sommes donc très heureux d'avoir déjà 2 lauréats, Brian Muller de l'Université de Lorraine, prix principal, et Boris Hamzayan de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, prix spécial, pour des sujets tout à fait différents, mais qui mettent chacun en valeur un aspect de l'action de Georges Pompidou. Ils vont avoir l'occasion de vous présenter aujourd'hui leurs recherches et vous pourrez ensuite échanger avec eux. Nous accueillerons également Louise Banner-Rivet, allocataire de master de l'IGP, de l'Institut Georges Pompidou, qui a reçu récemment le prix d'histoire économique Ithac Marquet. Christine Manigan, présidente du conseil scientifique, va vous présenter ce nouveau prix, la mission scientifique de l'Institut Georges Pompidou, ainsi que le déroulement de la cérémonie, qui sera suivi d'un buffet au Club des enseignants. Bonne matinée et bon travail. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je joins effectivement mes remerciements pour votre présence à ceux du Président Ezambert et je suis ravie de vous accueillir dans cette salle des actes dont nous avions pu bénéficier grâce à Olivier Cibre, que je tiens à remercier ici plus particulièrement. L'occasion donc de nous retrouver, c'est de remettre ce premier prix de thèse de l'Institut Georges Pompidou, ainsi que le prix de master qui, lui, existait déjà. Alors pourquoi avoir mis en place un prix de thèse de l'Institut Georges Pompidou? Eh bien, première raison, tout d'abord pour développer et renforcer la recherche en sciences humaines et sociales et renforcer également l'intérêt du public pour les années Pompidou, c'est-à-dire de 1962 à 1974, pour l'action du Premier ministre Pompidou et du Président de la République et également pour son œuvre. Donc, chaque année, l'Institut Georges Pompidou décernera un prix de thèse et un prix de master qui doivent récompenser des travaux en langue française ou traduits en langue française. Bon, nous nous réservons également la possibilité, s'il n'y a pas suffisamment de travaux de qualité, de ne pas attribuer le prix de thèse. Alors, ce prix de thèse, globalement, eh bien, effectivement, essayons de voir les choses également en espèces sonnantes et trébuchantes, est doté d'un montant de 7 000 €. À quoi doivent servir ces 7 000 €? Ils doivent avant tout servir à la publication du travail scientifique et académique. Le jury peut également, et c'est le cas cette année, récompenser, s'il y a matière, 2 travaux avec un prix principal et un prix spécial et également un prix de master, doté, lui, d'un montant de 1 000 €. Alors, comment ont été choisis ces candidats et ces lauréats? Ils ont été choisis, leurs travaux académiques ont été examinés par les membres du conseil scientifique de l'Institut Georges Pompidou ou par des membres extérieurs choisis pour leur expertise, ce qui a été le cas pour Boris, dans tel domaine précis. Quel est le déroulé de notre petite cérémonie de ce matin? Eh bien, les auteurs vont vous présenter à peu près en 25 minutes, et pas plus, leurs travaux, après une très brève introduction de leur directeur de recherche. Donc, ce déroulé, vous entendrez donc successivement
tout d'abord le professeur François Odigier de l'Université de Lorraine, qui a encadré la thèse de Brian Mehler, qui est un travail d'histoire politique ou d'histoire du politique, et ce travail s'inscrit dans le renouvellement des travaux sur le gaullisme et le pompidolisme, initiés par Bernard Lachaise et poursuivis par François Odigier. Ce travail traite de ce que l'on appelle le gaullisme d'ordre par le biais des comités de défense de la République de 1968 à 1978. Deuxième temps de cette matinée, la présentation de la thèse de Boris Hamzeyan, qui nous vient de l'École polytechnique de Lausanne, qui a été dirigée par le professeur Roberto Gargiani et qui a déjà été, je crois, récompensé. Boris, vous nous en direz plus tout à l'heure. Son sujet et son objet portent sur le processus architectural qui a conduit au choix du projet du centre Pompidou. C'est donc à la fois un travail à la croisée de l'histoire de l'architecture et à la croisée également de ce que l'on pourrait appeler l'histoire culturelle du politique. Enfin, le professeur Frédéric Tristram de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc vous voyez que nous avons à la fois des représentants de l'université de province, de l'université parisienne et de l'université de Lausanne. Eh bien, Frédéric Tristram vous présentera très rapidement les travaux du Master 2 de Louise Banet-Rivet sur un champ qui est, lui, plus un champ d'histoire sociale et d'histoire économique, puisqu'il s'agit de la participation des salariés à la vie de l'entreprise de 1958 à 1975. Naturellement, à la fin de chaque prestation, vous pourrez poser des questions. À l'issue de cette matinée, le président ou notre secrétaire général Sébastien Dorgac remettra symboliquement la médaille en bronze de la Monnaie de Paris du 50e anniversaire de l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République. Et puis, comme nous aurons beaucoup travaillé, effectivement, nous nous retrouverons ensuite à un buffet déjeunatoire au Club des enseignants qui jouxte cette salle. Donc, merci pour votre présence et nous pouvons effectivement commencer cette matinée. Et je vais donc demander au professeur François Odigier de nous présenter en quelques mots le travail et ensuite je laisserai la parole à Brian Mehler. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Christine. Alors, mesdames, messieurs, donc je voudrais remercier profondément l'Institut Georges Pompidou pour ce prix de thèse qui a été accordé à un de mes doctorants, Brian Müller. Donc ce prix lui permettra bien sûr de publier dans de bonnes conditions son doctorat. Un doctorat qui a été soutenu le 17 novembre 2021 à l'Université de Lorraine, sur le pôle Metz, et qui portait sur le titre suivant, donc les CDR, un relais militant original du gaullisme d'ordre des années 68. Voilà. Alors, le jury de thèse avait reconnu les qualités scientifiques de ce doctorat qui est très, très solide, assez innovant, comme vous le verrez, et je suis heureux que cette première appréciation positive soit confirmée aujourd'hui par ce prix. Alors cette thèse de Brian Müller, elle porte sur une organisation militante gaulliste des années 68, au fond, 68-76, et une organisation qui est marquée par le contexte de grandes tensions idéologiques, politiques de cette période, et ce faisant, elle s'inscrit dans un double renouvellement historiographique, qui avait été d'ailleurs mentionné par Christine avant moi. D'abord, un renouvellement des études sur le personnel du gaullisme des débuts de la Ve République. Et là, bien sûr, il faudrait citer les travaux de Bernard Lachaise et l'ANR Gollor qui l'a piloté. Et puis, un autre renouvellement historiographique, celui des études sur la violence militante des années 68, notamment dans le cadre d'une ANR, l'ANR Vieux-Ramil, que j'ai récemment dirigée.
Voilà, et là, d'ailleurs, dans cette thèse de Brian, hein, il a construit un corpus assez important de plusieurs centaines d'affrontements de rue entre les militants gaullistes, notamment ceux des CDR, et leurs adversaires de gauche, essentiellement. Et ce faisant, il a interrogé les acteurs, les modalités, les causes, les perceptions de cette violence politique très forte de l'époque. Mais ce qui a intéressé, je pense, surtout l'Institut Georges Pompidou, avec ce prix, c'est son étude d'une organisation gaulliste très particulière, les CDR, qui jusque-là n'avaient pas donné lieu à beaucoup de travaux en réalité. Alors, Brian a interrogé l'identité très complexe de ce mouvement. Pourquoi complexe? Parce qu'on a une organisation qui est perçu comme gaulliste, et qui l'est fondamentalement, hein, et on sait le rôle notamment des militants du SAC hein, dans la création des CDR, hein, je pense notamment à Charles Pasqua, mais qui n'est pas que gaulliste, hein, puisque les CDR entendent incarner le sursaut de la majorité silencieuse face à la chienlit. Et ce faisant, ils attirent à eux des éléments centristes et libéraux. Une identité aussi paradoxale parce que c'est une organisation qui défend des valeurs d'ordre, qui lutte contre la subversion marxiste, mais qui en même temps affiche une sensibilité sociale, un intérêt réel pour la participation. Et enfin, une identité complexe parce que c'est une organisation qui se veut apolitique, mais qui en même temps fait de la politique, hein, et qui le fait de manière très originale, avec une communication de type agite-propre, où on s'inspire des techniques de l'adversaire de gauche. Voilà, donc c'est à l'arrivée, on a je crois une belle thèse, et qui se finit sur une réflexion sur la postérité de cette organisation, qui disparaît assez vite en réalité, mais qui va irriguer le RPR des années fin 70, début 80, par son horizontalité militante, par sa communication très originale et une orientation et aussi idéologique particulière. Voilà, mais je vais laisser Brian présenter plus en profondeur son travail. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de me présenter devant vous aujourd'hui. L'Institut Georges Pompidou m'a fait le grand honneur d'accorder son prix principal à mon mémoire de thèse pour cette première édition du prix de l'Institut. Ce travail n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide et le soutien de plusieurs personnes. C'est pourquoi j'aimerais commencer par leur exprimer mes remerciements les plus sincères. Tout d'abord mon grand-père, qui m'a en partie élevé jusqu'à sa mort. Militaire de carrière, résistant et gaulliste de la première heure, je ne doute pas que sa passion pour le général de Gaulle jusqu'à son décès ait pu influencer mon choix d'étudier cette famille politique. Ma compagne, mes amis et ma famille, qui n'ont malheureusement pas pu se libérer aujourd'hui du fait de leurs obligations professionnelles. J'ai pu bénéficier de l'accompagnement sans faille de mes proches et je ne sais pas jusqu'où j'aurais pu aller dans ce travail s'ils n'avaient pas été présents. Mon directeur de thèse, François Audigier, qui suit mes travaux depuis plusieurs années avec attention. Ce doctorat lui doit beaucoup et n'aurait pu aboutir sans ses conseils. Sa confiance et sa grande bienveillance m'ont permis non seulement de progresser professionnellement, mais aussi personnellement au fil des années. Enfin, je souhaite tout de même remercier l'Université de Lorraine, plus particulièrement le laboratoire Krull et l'école doctorale Fernand Braudel, qui m'ont offert un cadre de travail idéal. Venons-en au cœur du sujet de cette cérémonie, la thèse. Comme l'a indiqué M. Audigier, elle s'intitule « Les CDR, un relais militant original du gaullisme d'ordre des années 68, 1968, 1978 ». Je présenterai ce travail en 5 points principaux. Je reviendrai tout d'abord sur la genèse de ce projet doctoral. Je définirai ensuite mon sujet, notamment la notion centrale de gaullisme d'ordre. Je vous présenterai la méthodologie suivie et les sources exploitées, avant de résumer les principaux apports de ce travail, et enfin, d'évoquer en conclusion les pistes suivies, ainsi que les études réalisées depuis ma soutenance de thèse, survenue le 17 novembre 2021. Cela ne s'entend probablement plus depuis le temps, mais à l'origine, je suis un homme du Sud-Ouest, du Tarn pour être précis. C'est pourquoi notre histoire commence à l'université Toulouse 2 Le Mirail, que vous connaissez sans doute sous le nom de Toulouse Jean Jaurès. Durant ma 3e année de licence, j'avais découvert l'histoire du SAC, la part d'ombre du gaullisme, rédigée en 2003 par François Audigier. Le titre m'avait interpellé et la lecture passionnée. J'avais alors décidé de me plonger dans l'étude de la violence militante gaulliste. C'est pourquoi mon master portait sur le gaullisme d'opposition,
à savoir les organisations se réclamant des idées du général de Gaulle sous la 4ème République, dans un champ très restreint, le Midi toulousain. Récompensé en 2016 par le prix de la Fondation Charles de Gaulle, ce mémoire de master a finalement été publié, après maintes péripéties, sous une forme remaniée et augmentée aux presses universitaires du Midi. Ce premier travail de recherche m'avait passionné par les diverses figures, souvent anonymes mais attachantes, qu'il mettait en valeur, ainsi que par la place importante qu'occupait dans la culture militante gaulliste à cette époque et dans cet espace particulier une certaine forme de violence politique, alimentée par les références légitimantes à la guerre passée et par les effets de la guerre froide. Dans la mesure où la période du RPF avait été déjà très étudiée, notamment par Bernard Lachaise, j'ai envisagé de poursuivre mes recherches sur les organisations gaullistes et la violence militante, mais à une époque différente. François Odigier ayant soutenu en 2013 son habilitation à diriger des recherches sur la violence militante des services d'ordre gaullistes entre 1947 et 1968, j'ai pensé qu'il serait possible de consacrer une thèse au rapport à la violence qu'ont entretenu un ensemble d'organisations gaullistes durant les années 68, entendu ici sur une période longue allant de mai-juin 68 à mai-juin 81. Ce choix permettait une étude minutieuse du gaullisme d'ordre, cette tendance particulière qui, comme l'a montré mon directeur de thèse en 2012, apparaît et se développe après 68 et en réaction à 68. J'ai profité d'une année d'enseignement dans le secondaire pour préciser un peu plus mon futur sujet de recherche, en me concentrant sur la bibliographie portant à la fois sur le gaullisme militant de la Ve République et sur la violence politique. J'ai pu constater que si les études sur les formes politiques de la violence étaient nombreuses, touchant d'ailleurs plusieurs champs disciplinaires comme l'histoire, la sociologie et les sciences politiques, elles s'intéressaient assez peu à la forme militante du phénomène. De même, j'ai pu noter que les organisations du gaullisme d'ordre n'avaient pas toutes fait l'objet de travaux. Il restait encore beaucoup à dire sur leur fonctionnement, leur idéologie ou leur réseau. Si François Odigier avait ouvert la voie par son ouvrage sur le SAC, ainsi que des communications ou articles sur la lutte gaulliste contre la subversion après mai 68, le chantier restait encore grand ouvert. Avec la bénédiction de mon directeur de thèse, je me suis engagé dans cette voie en candidatant pour un contrat doctoral autour d'un premier sujet que j'avais intitulé « Radicalité idéologique et politique de la lutte anti- et contre-subversive des années 68, discours et pratiques militantes du gaullisme d'ordre et de ses réseaux de 68 à 81 ». J'avais alors obtenu un contrat doctoral Lorraine Université d'Excellence qui m'a permis d'effectuer mes recherches dans un certain confort matériel. Les difficultés rencontrées pour réunir un nombre suffisant de sources sur l'ensemble des organisations du gaullisme d'ordre m'ont toutefois contraint à redéfinir mon sujet de thèse en janvier 2020. Ce dernier a été réduit à une seule organisation, les CDR, introduisant de facto un léger raccourcissement de la période étudiée, de 1968 à 1978 au lieu de 1968-1981, du fait de leur disparition en 1978. Cette focalisation sur les CDR est motivée par la grande variété de sources à ma disposition et le peu d'études qui leur ont été consacrées. Le SAC avait été déjà grandement étudié, tandis que l'analyse de l'UNI et de la CFT-CSL nécessitait plus de documents internes et de témoignages que je n'ai pu en recueillir. En me concentrant sur les gaullistes d'ordre, puis plus spécifiquement sur les CDR, je me suis penché sur la violence militante en observant ses formes, niveaux, origine, évolution, perception et utilisation. Bien que les notions d'anti et de contre-subversion aient finalement été retirées du titre final, elles restent très présentes dans mes travaux. La présumée menace rouge justifie pour les gaullistes d'ordre la mise en place de méthodes de détection et de dénonciation du danger, c'est l'anti-subversion, ainsi que la mobilisation de militants sur le terrain pour s'y opposer frontalement. Il s'agit alors de la contre-subversion. Notons que les militants des CDR et leurs homologues du SAC, de l'UNI et de la CFT-CSL ne sont pas les seuls à s'engager dans ce cadre et sur cette ligne. Au début comme à la fin des années 68, d'autres gaullistes dénoncent également les révolutionnaires et la menace qu'ils feraient peser sur la Ve République, sans parler du républicain indépendant Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur. Toutefois, c'est la mise en place d'un cadre militant qui m'intéressait ici. Afin de donner corps à mon sujet, j'ai utilisé des sources provenant à la fois d'archives publiques et d'archives privées, d'articles de presse, de vidéos et de témoignages. À terme, j'ai dépouillé 36 fonds d'archives différents émanant d'archives départementales, 33 en tout, des archives nationales de France, de la Fondation Charles de Gaulle et des bien minces archives privées du Parti Les Républicains. Après de nombreux efforts, j'ai pu recueillir 42 témoignages qui viennent compléter les dizaines de mémoires rédigées par d'anciens cadres et militants gaullistes, libéraux, communistes ou encore socialistes. Ce travail ne fait pas de tout repos.
je ne suis pas toujours parvenu à trouver le moyen de contacter la centaine de parlementaires gaullistes et néo-gaullistes qui étaient encore en vie en 2017-2018. Lorsque je trouvais leur adresse postale, leur mail ou leur numéro de téléphone, la grande majorité d'entre eux ne daignèrent tout simplement pas répondre. Parmi les autres sources évoquées, il y a les médias. Ces derniers, toute sensibilité politique confondue, s'intéressent grandement à la violence politique à l'époque considérée. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Et j'ai beaucoup utilisé les articles de quotidiens et d'hebdomadaires, à la fois comme source d'information, mais aussi comme objet d'étude de la représentation et de la construction du phénomène. Les gaullistes d'ordre sont l'objet de fantasmes et il faut réussir à démêler la réalité des faits militants parmi les informations données. Les CDR n'y font pas exception. S'agissant des forces de l'ordre, s'il n'existe aucun dossier traitant à proprement parler des violences militantes, en dehors des incidents marquants en période électorale, les services policiers et les services des préfectures et sous-préfectures rédigent régulièrement des rapports et circulaires en lien avec celles-ci. Contrairement à l'adage qui veut que le pouvoir ne surveille pas les siens, celui-ci s'intéresse au mouvement gaulliste. Et le SAC, comme les CDR, font l'objet d'une certaine attention des pouvoirs publics. Les sources médiatiques et policières composent ainsi, de loin, l'essentiel de mes sources. Les sources privées ne sont toutefois pas en reste et apportent des éclairages parfois inédits. Ainsi, les archives de Pierre Lefranc et Jacques Faucard m'ont permis de reconstituer l'histoire des CDR, de leur création à leur assimilation par le RPR. De même, les archives de Pierre Chonu et de Jean-Pierre Antony m'ont offert des informations précieuses sur les activités d'antenne départementale des CDR. Des informations complémentaires, car les deux hommes sont de sensibilités politiques différentes. Le premier est profondément conservateur, tout comme l'antenne calvadosienne, alors que le second est un chabaniste convaincu, à l'instar de l'antenne tarnaise. Cette thèse a pris la forme d'une étude monographique. Il ne s'agit pas d'un choix voulu dès l'origine, mais d'une adaptation aux sources disponibles. Les délais pour accéder aux sources publiques et privées se sont révélés particulièrement longs. Mes recherches avaient démarré en septembre 2017 et les premières dérogations ne me furent accordées qu'à la fin de l'année 2018. L'essentiel des documents soumis à dérogation ne furent exploités qu'entre mai 2019 et février 2020. Le délai d'attente moyen pour une réponse fut de 13 mois sur 4 années de recherche, avec un taux d'approbation par les services versants inférieur à 50%. Ces difficultés imprévues m'avaient contraint à restreindre mon sujet. Malheureusement pour moi, la pandémie de Covid-19 est arrivée 2 mois plus tard, entravant un peu plus mes recherches. En matière d'organisation, j'avais décidé de séquencer les événements en 2 périodes clés. L'apparition et l'apogée du gaullisme d'ordre sous De Gaulle et Pompidou, puis son déclin à la mort de ce dernier. Cette approche chronologique a conduit à la formation des 4 parties de ma thèse. Les 3 premières concernaient la période allant de la fin du second mandat du général de Gaulle, ainsi que celle du mandat de Georges Pompidou, alors que la dernière se focalisait sur la première moitié du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, les CDR disparaissant en 1978. À cette approche globalement chronologique s'ajoutèrent des éclairages thématiques portant sur la création du mouvement et son implantation, son rapport à la violence, la complexité de son discours ou encore la construction de ses réseaux. Par les sources disponibles et la courte existence des comités, le mandat inachevé de Georges Pompidou se trouve au cœur de ma thèse et en compose à peu près la moitié. S'agissant des apports de cette thèse à l'histoire du gaullisme et de la violence militante, je souhaiterais mettre en valeur 3 conclusions auxquelles je suis arrivé. Ce doctorat a permis tout d'abord de mettre au jour une organisation encore largement méconnue jusqu'alors. Au moment de ma soutenance, seuls 5 articles et chapitres d'ouvrages s'intéressaient à ce mouvement, dont 2 seulement dépassaient la période 68-70. Pourtant, cette organisation a occupé une place non négligeable au sein de la famille gaulliste durant la période 68-74. Les CDR sont bien souvent sous-estimés. Les sources les confondent avec leur aîné, le SAC. Les journaux en parlent peu. Les sources policières restent rares. Les témoins extérieurs à l'organisation la méconnaissent grandement, aussi bien sur ses activités que sur sa longévité. Ainsi, André Fanton les percevait comme un organe éphémère qui n'aurait pas duré plus d'un semestre. Les militants issus de bords politiques adverses les confondent fréquemment avec le SAC, et lorsqu'ils ne commettent pas cette erreur, ils les présentent systématiquement comme une nouvelle milice armée gaulliste. Quant aux anciens cadres et militants CDR, il y a là encore un sentiment d'avoir participé à une belle mais très courte expérience politique, voire civique. Plusieurs des témoins rencontrés n'ont participé qu'au début de l'organisation. Ils sont alors convaincus qu'elle n'a pas survécu à la démission du général de Gaulle ou qu'elle a disparu au tout début du mandat pompidolien. Par exemple, Jacques Bel, pourtant cofondateur des CDR,
Et Jacques Duguay, membre des CDR Jeunes Parisiens durant un bref moment, partage cette opinion. Les militants qui sont restés jusqu'à 1974 et au-delà ont une meilleure connaissance du mouvement, mais ils le sous-estiment également. Un groupement de 14 000 membres que le pouvoir ne daigne écouter leur donne le sentiment d'avoir été faibles et marginaux. Pourtant, les CDR ont influencé la communication politique gaulliste qu'ils ont contribué à moderniser. Très actifs dans la presse et le collage d'affiches, ils se sont aussi révélés très présents sur le terrain, où des rivalités ont pu, à l'occasion, apparaître avec le SAC ou des antennes de l'UDR. Leur droitisation, qui les amène parfois à frôler des thématiques d'extrême droite sous les années Giscard, m'a véritablement surpris. Les liens étroits noués avec le RPR jusqu'à leur assimilation sont plus forts qu'attendus. La présence d'intellectuels tels que les historiens Pierre Chenu, Lucien Musset et Guy Fourquin, le sociologue Roger Mukeli ou le doyen Georges Bedel permet de comprendre la richesse doctrinale du mouvement. Rassemblant des individus aux sensibilités variées, ayant pour trait commun leur anti-marxisme, les comités ont pu compter sur des cadres parfois très instruits qui ont alimenté la réflexion de l'organisation. Ces intellectuels influencent grandement la vision du mouvement, mais, soucieux de refléter au mieux les opinions de leurs adhérents, les comités ont multiplié les sondages en interne dans une logique militante horizontale assez originale pour l'époque. Les CDR étaient également désireux d'investir l'espace public pour y diffuser les idées du mouvement, en tissant des réseaux dans la société civile, en utilisant les relais médiatiques, le tout dans une approche métapolitique des plus intéressantes. Une autre spécificité des CDR réside dans l'absence de revendication d'étiquette pour un mouvement qui se veut apolitique, même si le terme peut être amplement discuté. Les cadres se gardent bien d'assumer leur appartenance militante. Il s'agit de refléter l'image d'un mouvement ouvert à tous les opposants aux organisations marxistes. En minorant l'essence gaulliste du mouvement, les comités espèrent attirer au-delà de cette seule famille politique. C'est en partie un succès, puisqu'à leur apogée, les CDR comptent 20% d'adhérents centristes, libéraux et d'extrême droite. De plus, en revendiquant cet apolitisme que nous pouvons en réalité assimiler à une forme d'apartisanisme, les comités pensent gagner en crédit dans leur volonté d'instruire, d'accompagner la population dans son instruction civique. Car si l'enjeu principal pour les CDR se trouve dans la lutte anti- et contre-subversive, il leur apparaît essentiel de veiller à la bonne instruction civique des Français. Un citoyen mal informé sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les fonctionnements des institutions, est à leur sens plus susceptible d'être désinformé, intoxiqué par la propagande révolutionnaire. C'est une approche inédite pour les gaullistes de l'époque, y compris les gaullistes d'ordre, qui n'envisagent pas une éventuelle défaillance du civisme comme étant l'une des causes des mouvements 68ards. C'est aussi pour cette raison que les CDR intriguent les autres organisations gaullistes lorsqu'ils participent et militent à partir de 1971 pour intégrer une déclaration des devoirs du citoyen dans la Constitution française aux côtés de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Enfin, l'étude des CDR permet de mettre en lumière la violence militante que les gaullistes subissent, mais qu'ils produisent aussi. Un chapitre entier est consacré à la quantification et à l'explication des incidents qui entachent l'histoire du mouvement et alimente un discours critique et assez fantasmé de la part de l'opposition de gauche, comme en témoigne le riche visuel militant des affichés de sérigraphie et des beaux-arts pendant et après 68. Dans cette analyse de la violence, j'ai accordé une part non négligeable à l'histoire des émotions, partant du principe que tout ne relevait pas ici de logique strictement rationnelle. La peur et le mépris de l'adversaire, la frustration d'être en situation de faiblesse à plusieurs reprises, comme en mai 68, en avril 72, en avril-mai 74, et le discours particulièrement anxiogène que tient le mouvement, contribuent à accroître les risques d'un passage à l'acte violent. Cela est d'autant plus vrai que la construction d'un autre menaçant qu'il faut absolument vaincre pour sauver la Ve République permet en même temps au mouvement de construire une identité qui lui est propre. En combattant pour les comités, les militants se reconnaissent comme les membres d'un groupe à part entière. Que reste-t-il à faire après ces 4 années de recherche doctorale ? Si cette thèse a pu éclairer le fonctionnement d'un mouvement assez méconnu des années 68, et si elle a pu aussi contribuer à l'étude de la réaction de la famille gaulliste et à la construction des barricades de mai, il reste encore bien des pistes à explorer. La survie, dans les années 80 et au sein du RPR, du discours alarmiste des CDR sur le danger marxiste post-68, dans le contexte d'une gauche désormais au pouvoir, serait une première possibilité. La direction CDR, hantée par la menace rouge et le danger révolutionnaire, et le noyau dur de militants qui l'accompagnent,
en rejoignant le RPR, a pu avoir une certaine influence sur la communication politique du parti chiracien de 81 à 88. Songeons au comité d'action républicaine, les CAR de Bruno Maigret. C'est ici la question de l'héritage des CDR et plus largement du gaullisme d'ordre qui est posée ici. On en retrouverait sans doute les traces dans les nombreux cercles et associations créés à droite après les défaites de mai et juin 81. C'est pourquoi j'ai produit une synthèse sur l'histoire du gaullisme d'ordre, me permettant de valoriser les sources produites et découvertes durant mon doctorat que je ne pouvais intégrer aux mémoires de thèse et réaliser ainsi, sous une forme beaucoup plus modeste, mon projet initial de recherche. Cet ouvrage devrait paraître en mars dans le cadre du cinquantenaire des élections législatives de 1973, qui furent l'apogée du gaullisme d'ordre militant. Par ailleurs, je suis parvenu à entrer en contact avec Bruno Maigret afin de recueillir son témoignage et j'envisage d'étudier prochainement l'écart. La figure militante de Pierre Chonu mériterait sans doute une étude spécifique tant elle reste méconnue. Cela demandera beaucoup de temps, ses archives personnelles sont volumineuses, plusieurs centaines de cotes. Le cas particulier de Raymond Marcellin, dont le discours d'alerte a beaucoup influencé les CDR, m'intéresse particulièrement. La revue Parlement m'a offert l'opportunité de pouvoir développer sa vision des événements de 68 dans son numéro estival de 2022. Les violences militantes des années 80-90 mériteraient également des travaux dans le CIH du programme Vioramil, qui a combiné les approches qualitatives et quantitatives, ainsi que les éclairages pluridisciplinaires. Leur étude viendrait nourrir ma réflexion sur les héritiers du gaullisme d'ordre et leur rapport à la violence politique. Mon intérêt pour l'histoire des émotions n'a pas non plus disparu. J'ai eu l'occasion de pouvoir développer davantage ma réflexion sur la question lors d'un colloque en septembre dernier, et j'ai appris récemment qu'il allait être publié prochainement. Je ne perds pas de vue, enfin, le projet initial de cette thèse, qui était de proposer une étude d'ensemble des organisations du gaullisme d'ordre. Il reste encore des zones d'ombre à éclaircir sur cette tendance de la famille gaulliste, en particulier sur l'UNI et la CFT-CSL. L'association universitaire reste très peu étudiée. À l'exception de Nasser Amoraz, qui a produit 2 communications à son endroit, il n'existait aucune publication scientifique sur l'UNI. J'ai produit un article synthétique sur ses origines en septembre dernier, et la revue 20 et 21 s'apprête à publier dans son prochain numéro un article sur le discours antisubversif de l'UNI des années 68. De son côté, la CFT-CSL ne bénéficie que d'une thèse en sciences politiques de Didier Favre, publiée en 1998, et de quelques évocations marginales dans des travaux d'historiens s'intéressant à l'histoire syndicale et industrielle des années 70-83. Si je ne suis toujours pas parvenu à remettre la main sur les archives internes de l'organisation, je reste convaincu qu'une monographie de ce syndicat qui vécut entre 1959 et 2002 reste encore possible. Pour conclure, j'espère, avec cette brève présentation de ma thèse et de mes travaux de recherche, avoir suscité votre intérêt pour l'histoire du gaullisme, des droites, de la violence militante et de la réaction à court et à moyen terme de la société française aux ébranlements de mai-juin 68. Comme je l'ai suggéré plus tôt, cette conviction d'une menace lancinante que ferait peser un ennemi intérieur, cette obsession à vouloir dénoncer et à combattre la subversion marxiste, a sans doute irrigué plus en profondeur qu'on ne le pense tout un pan du monde politique français. J'espère, dans la lignée des travaux de François Odigier, Bernard Lachaise et Olivier Dard, avoir contribué à faire connaître cette tendance si particulière du gaullisme qu'est le gaullisme d'ordre, avec ses méthodes, son personnel et son discours. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez parfaitement tenu votre temps et en plus vous avez parfaitement rendu compte de tout ce qui est novateur dans votre thèse. Vous nous avez aussi montré que la thèse c'était aussi une longue aventure personnelle, hein, avec ses déboires, ses bonheurs, hein, et vous nous l'avez très bien montré. Et puis des choses originales qui sont présentes dans votre thèse, tout le travail sur la radicalité à la suite de votre directeur de thèse, mais également le travail sur les émotions, hein, que vous avez, et puis également ce dont les historiens se servent de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire le recours aux témoignages oraux, hein. Et effectivement, dans votre thèse, vous avez recueilli, même si tout le monde n'a pas répondu, et c'est toujours le lot du genre, hein, vous avez effectivement recueilli pas mal de témoignages oraux. Dans ce que vous montrez, c'est vrai qu'un travail sur Pierre Chonu est un travail certainement assez stimulant, et je suis sûre que vous pourrez poursuivre tout cela. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à vous poser, auquel cas on va les prendre, je crois, tout de suite. Sinon, moi, j'en ai une pour amorcer. Est-ce que le président Pompidou était au courant des CDR? Oui, tout à fait. Je dois répondre au micro? Oui, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait. Georges Pompidou savait que les CDR existaient pour de multiples raisons, mais la principale, selon moi, tient à la figure de Pierre Lefranc. Pierre Lefranc était le délégué national, puis président, c'est le titre qui a changé, des CDR. Or, Pierre Lefranc a travaillé aux côtés de Pompidou pendant plusieurs années avant de devenir l'un de ses opposants. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Pierre Lefranc a traité différemment les deux associations qu'il dirigeait. L'association nationale pour le soutien à l'action du général de Gaulle va être utilisée comme un outil pour combattre Pompidou sur sa légitimité, notamment un gaulliste, alors que du point de vue des CDR, Pierre Lefranc a préféré, comme Yves Lancien qui était le secrétaire général, donner la priorité sur la lutte contre la subversion marxiste. Ce qui fait qu'il ne va pas s'attaquer à travers les CDR à Pompidou. Les CDR vont soutenir Pompidou. Donc Pompidou savait qu'ils existaient. En revanche, il ne semblait pas en tenir vraiment rigueur. Il était, si on en croit en tout cas les mémoires de Jacques Faucard et les archives que j'ai eues à disposition, il s'intéressait davantage au SAC. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Et moi, j'ai une question. Quelle est l'attitude des CDR vis-à-vis du pouvoir giscardien après 1974? Est-ce que c'est un soutien ou est-ce que c'est un critique? Ou est-ce qu'au contraire, il y a, et notamment après 1976, une distance qui se crée? Alors, on est à peu près dans le même schéma justement évoqué, comme l'UDR d'ailleurs. Pendant les 6 premiers mois, les CDR s'entre-déchirent entre ceux qui veulent soutenir Giscard, ceux qui veulent combattre Giscard, et même Chirac. Il y en a qui disent que Chirac est un traître et qu'il faut le combattre. Et il y en a également qui disent qu'il faut tout simplement dissoudre les CDR car leur raison d'être n'existe plus. De fait, en décembre 1974, vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain Jacques Chirac prend le contrôle du parti gaulliste. Et à ce moment précis, les CDR vont officiellement se rallier ouvertement à Jacques Chirac. Ça va entraîner une véritable hémorragie au sein des CDR, car les CDR sont, comme j'essaie de le dire très brièvement, très ambigus, très complexes. Certes, la lutte anti- et contre-subversive est prioritaire pour eux, mais ils sont très attachés à la participation et à la figure de Chaban-Delmas. Or, Chirac est, aux yeux de beaucoup de militants, un traître à Jacques Chaban-Delmas. C'est pourquoi on passe de presque 14 000 militants en février 1974 à 6 500 en février 1975, puis à 2 500 en décembre 1976. En gros, c'est vraiment les éléments les plus disons, droitiers, pour être poli, qui vont rester au sein des CDR et soutenir Chirac. Pas forcément d'ailleurs parce qu'ils aiment Chirac, mais parce que en restant dans les CDR, ils peuvent continuer à lutter contre ce qu'ils considèrent être une menace larvée, subversive. Et pour la dernière remarque par rapport à 1976, les CDR soutiennent ouvertement et vraiment acclament à ce moment-là Chirac lorsqu'il quitte Matignon et vont s'opposer ouvertement à Giscard, non pas parce qu'il serait un mauvais homme de droite, mais parce qu'il n'est pas assez à droite à leurs yeux. Voilà. Il est trop tendre, alors que Chirac est le vrai homme de poigne qu'il faut pour permettre une rénovation de la société tout en bloquant la route à François Mitterrand et Georges Marchais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Brian. Nous pouvons peut-être passer à la... Pardon, s'il n'y a pas d'autres questions, à la deuxième partie. Boris, qui est-ce qui va venir présenter votre travail? Merci beaucoup, monsieur. Voilà. En 2 ou 3 minutes. De l'autre côté, ne vous inquiétez pas. En 2 ou 3 minutes, si vous pouvez, cher monsieur, nous présenter le travail de Boris, et puis nous lui laisserons ensuite la parole. J'ai rencontré Boris Samsaïan en 2017 lors d'un accrochage dans une salle du musée. Je suis conservateur au Musée national d'art moderne, à l'occasion d'un anniversaire de l'inauguration du Centre Pompidou. Donc c'était en 2017. Et on m'avait demandé de faire une salle pour remémorer la création du Centre Pompidou. Et ça a été l'occasion pour nous d'accueillir comme toujours et souvent, toujours non maintenant, Renzo Piano et Richard Rogers qui, comme vous le savez, est décédé à la fin de l'année 2021. Et donc, j'ai fait la connaissance de Boris Samsaïan, jeune étudiant, me déclarant qu'il voulait travailler sur l'histoire du Centre Pompidou. Étant doctorant à Lausanne, il avait pour lui d'être accompagné par Shunji Ishida, qui est un architecte,
collaborateur de Renzo Piano de la première heure, qui avait connu l'histoire de la création du Centre Pompidou en actes. Donc ça, c'était un point plutôt positif, mais à voir Boris se lancer dans une telle aventure, je n'imaginais pas qu'il finirait sa thèse, il la finirait de façon brillante et qu'il aurait un prix par l'Institut Georges Pompidou. Alors, Boris, pour le présenter en quelques mots, vous découvrirez quand il parlera qu'il a un accent italien, que son nom ne laisse pas supposer. Donc, c'est un premier élément. Vous avez évoqué, madame, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc une formation à l'étranger. Pour le Centre Pompidou, qui est une institution à envergure internationale, même si le musée est national d'art moderne, ça correspond tout à fait à ce qu'on appelle l'ADN du Centre Pompidou, qui, à la création du centre, a eu pour directeur du musée Pontus Sulten, donc un étranger. Ce qui soulève à chaque fois quelques remous, même si les périodes évoluent favorablement. Un autre élément important, même si c'est une histoire d'état civil ou de carte professionnelle, c'est que Boris est architecte. C'est pas quelque chose d'indifférent, c'est un élément de savoir qui lui permet d'approcher d'une façon tout à fait particulière l'histoire de l'architecture. L'histoire de l'architecture, en tout cas pour ce qui est essentiellement l'architecture du XXe siècle, il y a deux filières. En gros, la filière des historiens de l'architecture venant de l'architecture, de la formation de l'architecture, et puis les historiens d'architecture venant de l'histoire de l'art. Boris est architecte, est devenu, par sa thèse à l'EPFL, un docteur en histoire de l'architecture. Et le sujet n'était pas simple, hein, d'autant qu'il y a tout autour de la création du Centre Pompidou, de ses architectes, de la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, ce que nous appelons entre nous la belle histoire, c'est-à-dire celle qui est un peu constituée au fil du temps, à travers les témoignages, les récits enjolivés. Et donc le travail de Boris est, pour le Centre Pompidou, son histoire, le premier travail scientifique. Et donc pour moi, c'est très important dans la mesure où on arrive à un moment de la vie où que ce soit sur l'histoire des acteurs, ou je pense à Renzo Piano ou à Richard Rogers, on amène quelque chose de nouveau qui n'est pas simplement le récit personnel ou l'autocélébration d'une institution. Donc travail scientifique avec entretien, la question des archives qui n'est pas simple, même si on a des sous-sols sous la piazza du Centre Pompidou qui relèvent beaucoup d'éléments, les archives nationales, puisque nous versons aux archives nationales les archives du Centre Pompidou. Et puis les fonds privés, comme on les appelle, comme celui de la Fondation Renzo Piano à Gênes. Et donc c'est un travail de longue durée, très en profondeur, et qui s'est intéressé à la fois à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. Hein, ce terme professionnel, mais qui doit apparaître parce qu'il y a une commande politique, il y a des clients, il y a des futurs usagers, il y a des... Voilà, on a cet élément. Et pour rester un petit peu dans le domaine politique suite à la précédente intervention, peut-être que le Centre Pompidou est la création 68 art de Georges Pompidou. Merci beaucoup. Cher Boris, vous avez la parole pour une vingtaine de minutes pour nous présenter votre travail avec un certain nombre de photos, j'imagine. Merci beaucoup. Donc merci, Monsieur le Président.
Madame la Présidente du Comité scientifique, Madame et Messieurs, chers collègues, chers professeurs, c'est un véritable plaisir d'être ici parmi vous et de pouvoir aussi bénéficier de cette prix institutionnel qui, comme Olivier l'a anticipé, a une double importance pour moi. Pour la reconnaissance que l'Académie française donne, pas seulement un travail portant et concernant l'ancien Premier ministre et après Président Georges Pompidou, mais aussi un travail qui donne une reconnaissance à un chercheur étranger. C'est avec lesquels je voudrais commencer, c'est aussi un remerciement à toutes les institutions et les partenaires qui ont contribué donc, à la mise à point de cette thèse, à partir évidemment de l'agence et de la famille Renzo Piano, l'agence et la famille Richard Rogers, donc deux des grands architectes qui, avec la collaboration de Gianfranco Franchini, ont signé les projets gagnants, et aussi les bureaux d'études OVR Open Partners, dont on a ici parmi nous aujourd'hui Henry Bardsley, donc ingénieur participant à l'équipe de la charpente métallique qui donc a contribué à la réalisation de ce bâtiment. Un remerciement particulier aussi à Olivier, donc, qui m'a fait les dons de m'accompagner dans ces années-là, à côté de mon directeur de thèse, Roberto Gargiani, qui aujourd'hui ne peut pas être là, et aussi Romain Lacroix, qui est ici parmi nous et qui représente le département culture et création du centre Georges Pompidou, qui à partir de cette année, c'est aussi bien de les nommer, a décidé de s'investir sous la direction du nouveau président du centre Pompidou, Laurent Leban, à la question de la célébration et la promotion de l'histoire, pas seulement l'histoire architecturale et constructive, mais plus en général de l'histoire du centre Georges Pompidou, et donc aujourd'hui je crois fort que cet épisode, disons, cette manifestation ne peut qu'être, disons, une partie. Donc, initiative dont j'ai fait partie en tant que chercheur associé et qui vise à créer une véritable plateforme académique et culturelle dont font partie entre 5 et 6 donc, écoles et universités parisiennes et françaises. Est aussi évidemment un remerciement particulier à Olivier Sibre qui m'a accompagné à partir de 2017 pour tout ce qui concerne les fonds de l'Institut Georges Pompidou, un fonds important pour, comme j'essaierai d'expliquer, mettre en valeur une nouvelle histoire, si je peux me permettre, du rôle de Georges Pompidou dans la réalisation architecturale, culturelle et constructive du Centre Beaubourg, aujourd'hui Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Donc, les prémices de cette recherche sont apposées la nuit du 12 avril 1974. Georges Pompidou, président de la République française, comme vous le savez, donc disparaît dans son appartement du quai de Béthune. Le lendemain matin, un de ses secrétaires, Édouard Balladur, annonce la mort du président français et transmet aussi son testament. Je veux être enterré à Orvilliers, je ne veux ni fleurs, ni courants, ni monument funéraire, bien sûr, une simple dalle de pierre de taille avec mon nom et les dates de ma naissance et de ma mort. Les paroles de Georges Pompidou ne devraient pas nous surprendre, car un monument, son monument, n'est pas en pierre tombale. Il a été planifié depuis des années et c'est ce centre Beaubourg, désormais connu sous le nom de Centre Pompidou, qu'il a qualifié comme monument lorsqu'il était encore Premier ministre et dont il avait préfiguré la réalisation depuis 1968. Donc pourtant, depuis des années, de nombreuses forces, déjà à l'époque, on est en 1974, sont déjà en action, comme vous les voyez derrière moi, pour en empêcher la réalisation. Et dès la mort de Pompidou, elle commence vite à s'aligner derrière les rangs du nouveau président français Valéry Giscard d'Estaing, qui, à son arrivée au palais de l'Élysée en été 1974, déclare à ses amis et collègues, selon les témoignages de Claude Pompidou, « Je veux arrêter cette monstruosité ».
Et pour éviter que les détracteurs ne prennent les déçus sur l'avenir du monument de Georges Pompidou, les directeurs de l'établissement public chargé de mener à bien les projets, Robert Bordaz, avec l'aide du ministre Perfit et après de Jacques Chirac, prépare la loi de constitution du centre, du futur centre Pompidou, et qui donc devait désormais porter les noms de son promoteur, de Georges Pompidou, car bloquer sa réalisation reviendrait à ces moments-là à attaquer et à nuire la mémoire même de Georges Pompidou. Et alors, c'est dans le cadre de l'élaboration de cette loi que Bordaz et ses collaborateurs ont consolidé, à mon avis, une histoire à trait hagiographique et parfois célébrative, celle d'un président construisant un monument pour offrir aux Français, je le souligne, un centre d'art contemporain, celle d'un président capable de s'effacer pour laisser un jury international choisir pour lui son monument et donc de s'incliner ensuite devant leur choix, celle d'un projet attribuable à deux seuls grands créateurs seulement, je répète leur nom, Renzo Piano et Richard Rogers, choisis à l'unanimité par un jury dirigé avec fermeté et conviction par Jean Prouvé, et ainsi de suite. Alors, ce ne sont là, vous les voyez, que quelques-unes des pierres angulaires, que l'histoire qui se consolide en cette année 1974, donc sur laquelle se base et se renforcera aussi au cours des décennies suivantes. Cette histoire que moi, j'ai osé appeler, mais aussi Olivier avant moi, une belle histoire. Et c'est une histoire qui continue dans les décennies à suivre, avec la complicité parfois des protagonistes de cette histoire, avec l'aide et les soutiens et les études des critiques, journalistes et historiens qui l'ont retracée, qui l'ont reprise, qui l'ont poursuivie, qui l'ont célébrée, mais qui, dans la majorité des cas, aujourd'hui on peut affirmer qu'ils l'ont acceptée sans parfois la remettre en question. Et alors, 50 ans après l'ouverture du centre, 1977, maintenant que toutes les sources primaires sont accessibles aux chercheuses, aux chercheurs, les moments étaient venus, semblait-il, à mon directeur de thèse, Roberto Gargiani, et à moi, de réouvrir tous les archives relatives au projet pour tenter une recherche capable de s'appuyer primairement sur tout type de documentation contenue dans ces genres d'archives, à partir de dessins, évidemment, je suis historien de l'architecture, donc dessins, croquis, maquettes, photos, mais pas seulement, mais pour arriver aussi au compte rendu des réunions, au telex, mais aussi pour arriver à des documentations audiovisuelles, documentaires, émissions radio, etc. Alors, je devrais nommer les institutions les plus importantes par rapport à cette source primaire, c'est-à-dire aussi de la difficulté avec laquelle Bordaz donc doit arriver à la réalisation du projet. Vous pouvez imaginer la difficulté pour Bordaz en avril 1974, au moment de la disparition de Georges Pompidou, d'arriver à la réalisation d'un projet qui en avril n'était qu'un projet réalisé en partie des sous-sols. La charpente métallique des productions allemandes, là, un autre comment dire, dossier à suivre, et qui donc c'est une autre anecdote de moments très, 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 très difficiles, les tentatives de Valéry Giscard d'Estaing donc d'arrêter les projets, les tentatives du groupe les gestes architecturaux, un groupe d'architectes français qui sont arrivés à bloquer les chantiers. Je ne peux pas me prolonger, mais merci pour la question, c'est très important. Merci beaucoup. Je suis désolé. Il y a deux points, pas pour poser de questions. D'abord, j'ai trouvé votre travail passionnant. Pourquoi? Parce que, sur Georges Pompidou, ça nous montre très bien, du point de vue simplement biographique, la place de l'homme privé dans l'action publique et politique. Où là, je dirais que le cerveau pompidolien, l'homme de culture, l'intérêt pour les arts, ses réseaux parallèles, la place du couple Pompidou intervient dans le champ politique et même dans la décision administrative. Et on pourrait peut-être le comparer avec d'autres figures de la Ve République. Qu'est-ce que ce pouvoir présidentiel, comment il s'incarne dans ce domaine culturel qui révèle plus particulièrement, je dirais, les deux corps du roi, en tout cas les deux vies, l'homme public et l'homme privé. Et l'autre point que je trouve très intéressant, c'est que vous avez accès, pour traiter d'un sujet, d'un objet hybride, vous avez affaire à des sources hybrides qui nécessitent en fait
la mobilisation de différents types d'histoire. Vous l'avez abordé en tant qu'historien de l'architecture et d'abord comme architecte, et ça c'est tout à fait original et nouveau, et ça donne une type d'analyse aussi des sources visuelles, des plans, etc., qu'un historien au sens strict peut-être acquérait les compétences, mais différentes. Donc ça nous ouvre effectivement d'autres chantiers, ça nous fait réfléchir sur ce qu'est la pluridisciplinarité et sur l'intérêt de partir de sujets, d'objets qui nous permettent véritablement, en tant qu'historiens, sciences sociales, différents domaines, de travailler ensemble pour tirer des fils qui se superposent et là très bien sur cet objet iconique, on a vraiment tout un tas une espèce de contrepoint d'histoire et d'enquête à mener à partir du centre ou d'autres éléments d'action culturelle. Voilà. Tout simplement. Merci Olivier. Merci beaucoup Olivier pour cette ode à la pluridisciplinarité. Merci pour vos remarques. Et nous passons donc cette troisième scansion donc, de notre matinée. La parole, effectivement, oui, on peut encore applaudir Maurice, président professeur Frédéric Tristram de l'Université de Paris 1, qui a donc encadré le travail de master, cette fois, de Louise Van-Heriweg. Cher Frédéric, tu as la parole pour quelques minutes de présentation. Merci. Alors, je voudrais, en introduction de cette brève présentation, remercier très chaleureusement l'Institut Georges Pompidou, son président, Bernard Eisenberg, la présidente de son conseil scientifique, Christine Manigan, qui ont décerné à Louise Van-Heriweg une bourse de master qui l'a, sans aucun doute, aidé à mener à bien son projet. Je profite également de cette occasion pour remercier le fonds de dotation Ithac Marquet, qui, depuis maintenant 5 ans, récompense chaque année le meilleur master d'histoire économique et sociale. Et cette année, le meilleur master d'histoire économique et sociale, c'était celui de Louise, qui a été choisi par le jury à l'unanimité, je tiens à le dire. Alors, j'ai rencontré Louise Van-Heriweg en 2020. C'était une étudiante de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle était passée par les classes préparatoires au lycée Henri IV. Et elle a commencé, sous ma direction, au sein de l'Institut d'histoire économique et sociale, un master qui a été soutenu en 2022, l'année dernière. Et je tiens également à saluer Michel Margueras, qui aurait aimé être parmi nous ce matin, qui était retenu par un colloque à la Banque de France, mais qui a participé aux 2 jurys de M1 et de M2 et qui a aussi éclairé Louise par ses conseils. Alors, ce master porte sur un sujet qui a déjà été évoqué plusieurs fois dans cette réunion, qui est celui de la participation. Ce sujet a été traité, et bien traité, en histoire politique, par plusieurs publications. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, mais j'ai pensé que l'on pouvait encore dire des choses sur la participation, et c'est la conviction qui m'a conduit à proposer, parce que c'est moi qui l'ai fait, à proposer ce sujet à Louise Van-Heriweg, et au titre d'une triple ouverture. D'abord, première ouverture, essayer de replacer cette histoire de la participation dans une histoire économique et sociale, et pas seulement politique, non pas contre l'histoire politique, parce que c'était aussi un moyen peut-être un moyen détourné, mais de refaire de l'histoire politique. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, une histoire économique et sociale, une histoire du travail, une histoire des revenus, au cours de ces années qu'on appelle 30 glorieuses, même si les historiens économistes n'aiment pas cette expression, de grande croissance, et donc la rattacher à toute une série d'études dans un champ pluridisciplinaire, en histoire, en sociologie et en économie. Cette histoire des revenus et du travail, l'Institut Georges Pompidou l'a prise en charge, et Georges Pompidou est évidemment un acteur très important de cette évolution
pendant les années 1960 et 1970. On est certain à s'en souvenir ici, nous avions prévu en 2020 une journée d'études sur 2 réformes majeures qu'avait entrepris Georges Pompidou, qui étaient la création du SMIC et la mensualisation. C'est 2 réformes importantes de 1970. Alors on avait prévu une journée d'études, voilà le confinement, premier confinement. Alors on reprogramme la journée d'études, 2e confinement. Nous n'avons pas prévu une 3e journée d'études, parce que sinon on allait vers un 3e confinement. Mais enfin, on a tout de même, il y a quelques semaines, été interviewé, et je crois que la vidéo est maintenant, voilà, elle a dû être placée hier ou avant-hier sur le site de l'Institut Georges Pompidou. Le 2e élargissement, c'était de faire non seulement une histoire des idées, mais pas seulement, faire aussi une histoire des pratiques. La participation, comment ça fonctionne? Qui en bénéficie? Dans quel type d'entreprise? Combien ça coûte? Et à qui? Un peu à l'État, malgré tout. Beaucoup. Combien reçoivent les salariés? Alors, pour répondre à ces questions, il fallait à un moment ou à un autre, et le plus vite possible en réalité, faire à la fois une histoire quantitative, des chiffres, et faire une histoire des techniques. C'est quelque chose qui a été évoqué, qui vient d'être évoqué, hein, à propos du centre Georges Pompidou. Il faut à un moment avoir un regard de technicien, non pas pour faire de la technique pour la technique, mais parce que la technique, une connaissance précise des sujets techniques, permet d'éclairer les choix politiques. C'est vrai en histoire de l'architecture, je pense que c'est vrai en histoire économique, sociale et politique. Alors, il y avait des techniques compliquées, il y avait de la fiscalité, etc. Et je tiens à dire que Louise s'en est merveilleusement sortie. 3e élargissement, élargir le champ des acteurs. Il y a certes les décideurs politiques, et Georges Pompidou au premier chef. D'ailleurs, l'un des, mais Louise vous en parlera probablement mieux que moi, l'un des apports de ce mémoire, on a souvent présenté Georges Pompidou comme étant hostile à la participation. Pas du tout. Pas du tout. Georges Pompidou n'est pas du tout hostile à la participation, porte le projet de participation. Et d'autres figures dont on pourrait penser qu'ils ont une pensée plus sociale, qu'ils incarnent un gaullisme plus social, en revanche, on les voit plutôt réservés sur le mécanisme de la participation. Donc des décideurs politiques, c'est important, mais aussi les syndicats ouvriers, les syndicats patronaux, mais aussi les entreprises. Louise a montré qu'il y avait des chefs d'entreprise militants de la participation, et d'ailleurs, dans les premiers temps de la participation, ce sont eux qui concentrent une grande partie des sommes distribuées. Je vois le président Godefrein approuver. Je pense qu'il connaît ces militants de la participation parmi les chefs d'entreprise. Voilà. Alors, c'est un master très solide. Mais un master, ça appelle aussi une suite. Alors, la suite, ce sera déjà la publication, aidée par l'octroi du prix Ithac Marquet. Je pense que c'est pour bientôt, la partie, voilà, puisqu'on m'a demandé une préface. Et puis, alors, bon, l'avenir est ouvert. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à la présentation de Louise. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Louise, vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. D'accord. Pour nous présenter votre travail sur la participation. Nous vous écoutons avec grand plaisir. Merci beaucoup, M. Tristram, pour cette présentation et merci à l'Institut Georges Pompidou d'avoir organisé cette remise de prix. Donc j'en profite pour remercier aussi, vous l'avez fait, mais M. Michel Margueras pour ses soutiens, vous aussi et aussi pour votre accompagnement tout au long de ce travail de master. Je remercie aussi particulièrement M. Cibre pour son accueil, pour m'avoir présenté les fonds et voilà, m'avoir aussi aidé dans la consultation des archives de l'Institut Georges Pompidou. Et je remercie aussi ma famille qui est là pour me soutenir aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter un travail de mémoire que j'ai soutenu en septembre 2022. Donc, c'est un mémoire que j'ai élaboré sur 2 ans, donc entre 2020 et 2022.
et qui s'intéresse à la politique de participation des salariés à l'entreprise, donc les débats, les mises en œuvre et les effets, donc de 1958 à 1972. Donc dans un premier temps, je vais un peu revenir sur la genèse du sujet, son intérêt et comment je l'ai problématisé. Puis je vais parler un peu des sources que j'ai utilisées et présenter ensuite quelques résultats, enfin ce qu'il y a dans le mémoire finalement. Et pour finir, je vais parler un peu de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme prolongement, en tout cas, puisque ça reste qu'un mémoire de master. Donc pour revenir sur la genèse du sujet, donc moi j'avais quand même la volonté de faire un sujet à la croisée de l'histoire politique et de l'histoire économique. Et c'est donc M. Tristram qui m'a proposé ce sujet-là. Ça m'a tout de suite intriguée parce que c'est vrai que pour l'étudiante de Master 1 que j'étais, De Gaulle c'était surtout l'homme de la Ve République, de l'indépendance, mais il était moins connu pour sa politique sociale. Et ça s'inscrivait aussi, cette proposition de sujet, dans la multiplication des discours actuels qu'il y a sur la participation, qui est un peu parfois présentée comme une solution miracle, ou en tout cas qui revient à la mode régulièrement. Donc au-delà de ces premiers présupposés, en fait, j'ai rapidement découvert qu'il y a une littérature assez fournie sur la participation gaulliste, notamment dans le domaine de l'histoire politique, mais aussi l'histoire des idées, donc souvent remonter aux sources de l'idée de participation, étudier les inspirations majeures de Gaulle dans ce domaine. Et il y a aussi plusieurs travaux d'histoire politique qui reviennent sur le rôle des gaullistes de gauche, l'histoire des divisions au sein du gaullisme sur ce sujet. Mais bon, ce qui est un peu prédominant, c'est que la participation semble avoir été au cœur des préoccupations du général, bien plus que ce qu'on peut l'imaginer, et de certains de ses ministres et de ses conseillers. Donc pour revenir rapidement sur ce qu'est la participation gaulliste, je le fais en introduction, mais je pense que c'est peut-être bien pour cette présentation. Donc dans l'introduction, je dis que la présentation, enfin je m'appuie sur des historiens évidemment, la participation pour De Gaulle, en fait, elle est en 3 dimensions. D'abord, c'est quelque chose d'assez abstrait, d'assez bas, c'est une philosophie un peu de l'émancipation et de la dignité de l'homme. Et donc, dans cette conception, la participation, ça doit être pris au sens très large d'une reprise en main de leur destin par les hommes et d'une réponse à la crise de civilisation du XXe siècle que rencontre l'humanité au XXe siècle. Donc ça apparaît dès la Deuxième Guerre mondiale, cette dimension très philosophique de la participation qui doit être une réponse au malaise civilisationnel, qui doit être une sorte de changement moral fondé sur la liberté, la sécurité, la dignité de chacun. Donc ça, c'est la première dimension de la participation. La deuxième, c'est la participation comme une conception organique de la société, comme un peu un régime économique ou une organisation sociale qui serait fondée sur une participation à différents niveaux, donc politique, avec une démocratie participative, économique, avec une participation des salariés au sein de l'entreprise, mais aussi plus tard, après 68, au sein de l'université, plus de participation. Donc ça serait un régime économique qui est conçu un peu entre le capitalisme et le communisme, avec, dans le cadre d'une économie de marché maintenue, des travailleurs qui doivent être reconnus comme partenaires à part entière et être associés à la vie de leur entreprise, et participer notamment aux bénéfices qu'ils contribuent à créer. Et enfin, la dernière dimension de la participation, c'est finalement la dimension la plus concrète, c'est la participation comme moyen politique, c'est-à-dire... et là, elle peut prendre 3 formes assez concrètement. C'est la participation aux bénéfices, au capital ou aux responsabilités des salariés dans l'entreprise. Sachant que c'était hiérarchisé dans l'esprit de Gaulle, que la participation à la gestion, c'était vu comme la dernière étape, la finalité de ce que devait être la participation. Et c'est sur cette dernière dimension que je me suis beaucoup intéressée, c'est le concret, qu'est-ce qui a été fait pour mettre en œuvre cette grande idée gaulienne. Puisqu'en fait, j'ai constaté qu'il y avait peu de travaux sur les réalisations concrètes et perceptibles de ce qu'a été la participation, que souvent les ordonnances, donc celles de 1959 et celles de 1967, sont évoquées, moins celle de 67 qui est quand même plus étudiée, mais sont évoquées assez rapidement en une ligne ou dans quelques rares articles et interventions de colloques. Et il y en a plus sur l'ordonnance 67, mais là encore, c'est souvent une présentation rapide des résultats financiers ou du système de calcul sans mise en lien avec le contexte économique et social. Donc voilà, mon ambition, c'était de dépasser l'étude de la seule idée de la participation et étudier les réalisations concrètes du processus de décision à l'application et à la réception des textes de loi. Et dans cette dynamique, c'est la problématique qui a guidé mon travail de recherche cette année, enfin les 2 dernières années. Donc l'écart entre les attentes, finalement, les discours de Gaulle, mais aussi la propagande des gaullistes de gauche autour de cette grande idée de la participation et les faits.
Parce que comme le résume monsieur Le Sirogrel, qui était secrétaire confédéral de la CFTC en 62, il dit « c'est la montagne accouchant d'une souris ». Donc c'est souvent comme ça qui est dit pour résumer les ordonnances sur la participation. C'était cette tension qui a un peu guidé mon travail. Bon, pour parler des sources et de la méthode, donc, pour les bornes chronologiques, c'était assez évident que mon étude s'étale sur l'ensemble de la présidence de De Gaulle. Mais assez vite, j'ai réalisé qu'il était nécessaire de déborder, donc déborder avant, puisque la participation, l'idée de l'association Capital-Travail à l'époque remonte à la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la période du RPF, De Gaulle parle énormément de cette grande idée de l'association Capital-Travail dans le contexte de la guerre froide. Mais aussi, il fallait déborder après, c'est-à-dire sous Pompidou, après 69, puisqu'il y a une véritable continuité sous Pompidou, vu que l'ordonnance de 67, déjà, techniquement, elle a été, l'application commence en 69, mais aussi, ses premiers résultats sont connus et analysés qu'à partir de 71-72. Donc j'ai décidé de m'arrêter par contre en 72 parce que c'est la fin du gouvernement de Chaban-Delmas et c'est aussi pendant cette première période que sont essentiellement discutées des réformes touchant à l'actionnariat des salariés et à la participation. Et c'est aussi le moment où le contexte économique reste relativement stable avant le changement de paradigme de 1973. En termes de sources, alors ça a été un peu compliqué parce que la participation, c'est l'histoire d'une pluralité d'acteurs. C'est des réformes qui étaient fondamentalement interministérielles avec aussi l'influence que jouait l'Élysée, le Premier ministre. Donc voilà, on avait l'Élysée, le Premier ministre, le ministère du Travail, bien sûr, le ministère des Finances, mais aussi l'Assemblée nationale avec le rôle de certaines commissions qui ont examiné des projets de loi et le rôle de certains individus ou d'acteurs privés comme Marcel Douachot ou René Capitan qui étaient aussi très investis et qui ont produit de nombreuses archives. Et aussi, pareil que pour les autres sujets, le rôle de la presse qui a beaucoup commenté. Donc la participation a fait couler beaucoup d'encre dans les années 60. Il y avait une grosse masse de documentation sur ce sujet. Et une autre clé du mystère de la participation, mais qui éclaire aussi les archives qu'il y a, c'est que c'est beaucoup des individus qui ont porté le projet au sein des ministères. Donc on a Balladur en 1967 auprès de Georges Pompidou, mais aussi Pierre Racine qui était aux Finances, ou Bernard Ducamin qui était conseiller technique à l'Élysée. Donc ça c'est pour l'époque 67, mais c'était un peu à cette époque des hommes de l'ombre de la participation, et Édouard Balladur était même surnommé Monsieur Ordonnance par les parlementaires, à cause du rôle très important qu'il jouait dans l'élaboration de cette ordonnance de 67. Donc ça a été un peu un jeu de piste au début pour retrouver ces individus et vraiment les identifier et pouvoir ensuite avoir les archives fondamentales pour mon sujet. Et sur ce point, je voudrais parler de l'appui qui a été le fonds d'archives orales de l'Institut Georges Pompidou, puisque les allers-retours entre les témoignages oraux et les archives ont été très précieux pour moi. Ça m'a permis d'identifier clairement les acteurs et ensuite d'aller chercher spécifiquement les sources qu'il me fallait. Et les témoignages oraux, en général, ils ont permis de donner corps et voix au sujet et à la période et de combler parfois les manques d'explicité des choses qui ne sont jamais explicites dans les documents des ministères. Donc les relations interpersonnelles, les bonnes ou mauvaises ententes entre les cabinets, les bruits de couloir. Donc c'était très précieux. Donc voilà, ça permettait de déchiffrer derrière le langage habituellement un peu technocratique et pondéré des conseillers techniques les véritables enjeux politiques et les tensions qui étaient à l'œuvre sur ces ordonnances, notamment en 67. Alors pour parler des résultats rapidement, je ne vais pas passer en revue l'ensemble du mémoire, mais dans une première partie, je m'intéresse de la jeunesse de la participation. Donc je mentionne la période du RPF, mais vu que ça avait été déjà beaucoup fait, très bien fait par d'autres historiens, je ne suis pas forcément trop creusée sur le RPF, mais je vais ensuite jusqu'en 62, où là, il y a un projet de loi du gouvernement qui tente de relancer la participation après le relatif échec de l'ordonnance de 59. Donc voilà, cette première partie passe en revue l'ordonnance de 59 jusqu'au projet de loi de 62. Et voilà, elle permet de donner un peu une meilleure connaissance de cette ordonnance qui est finalement la grande oubliée de l'histoire de la participation, avec l'influence qu'a joué Paul Bacon, ministre du Travail, ou Bacon, je ne sais pas en fait, mais aussi l'implication de De Gaulle dès 59 sur cette ordonnance. Dans une deuxième partie, donc là je m'intéresse plus à l'ordonnance de 1967 en partant de l'amendement Vallon de 65, qui s'inscrit dans un contexte économique où l'autofinancement, l'épargne est très encouragé par le ministère des Finances et aussi le rapport du plan. Donc en réinscrivant dans ce contexte économique et social,
J'ai étudié l'élaboration de l'ordonnance de 67 et ensuite je décris le système qui est mis en place par celle-ci, qui est assez technique. Donc, je ne vais pas revenir dessus sur le calcul de la participation qui est mis en place obligatoire en 67, mais qui, en fait, vaut le détour puisqu'on peut en tirer beaucoup de conclusions politiques sur ce qui a en fait été vraiment voulu. Donc, j'en parlerai dans les résultats. Et enfin, dans une dernière partie, je parle de l'après-ordonnance, c'est-à-dire ses résultats, donc en examinant aussi ses limites, parce que souvent on pointe juste l'aspect peu ambitieux de la réforme, mais on analyse peu finalement en quoi elle est peu ambitieuse, notamment le fait que la réforme a été entièrement presque à la charge du fisc par le jeu des remboursements, ou comment dit-on, des allègements fiscaux qui étaient permis par le système. Mais aussi que le mode de calcul de la réserve spéciale de participation, il est fondé sur par exemple le bénéfice fiscal, ce qui a des limites en soi aussi, enfin que les choix du mode de calcul ont des limites et en font finalement qu'un simple intéressement au bénéfice plus qu'une véritable participation à l'expansion. Alors donc ça c'est dans la troisième partie et sur un autre plan j'étudie aussi la continuité de Pompidou déjà au niveau administratif avec la mise en place du service de la participation qui n'a une forme juridique que très tardive, je crois en 1971 ou 72 qu'il est vraiment mis en place juridiquement. Mais l'impulsion qu'a pu donner le président Georges Pompidou, parce que sur ce plan-là, ça a été un peu une des surprises de mon travail, c'est de découvrir que l'hypothèse de la continuité de la pensée de Pompidou a été en partie vérifiée, puisqu'il a non seulement assumé l'héritage de la participation, mais il l'a même poursuivi avec ses projets de loi sur l'actionnariat ouvrier. Contrairement à tout ce qui peut apparaître dans toute une bibliographie selon lequel Pompidou a toujours été opposé au projet et l'a enterré aussi vite que possible. Donc j'espère avoir montré quand même les nuances dans le travail de la position de Pompidou en tant que Premier ministre, mais aussi en tant que président de la République. Bon, il n'était pas non plus le soutien absolu, mais il l'a d'une certaine manière assumé et poursuivi. Donc voilà, de manière générale, je dirais que ce travail donne une vue d'ensemble de ce qu'a été la politique de participation gaulliste, avec un lien systématique fait au contexte de l'époque. Donc la guerre d'Algérie, qui est quand même, sur la première partie de ma période, au centre des préoccupations du gouvernement. Puis le retour du social sur le devant de la scène, avec la grève des mineurs de 1963, les séries de grèves en 1967, et toute aussi la dimension économique de cette période, avec les grands questionnements sur la politique des revenus, sur l'épargne et l'autofinancement dont j'ai parlé. Donc je me suis efforcée de toujours rappeler le contexte économique et social dans lequel se sont inscrites les réformes, ce qui en permet une meilleure compréhension. Et en ce qui concerne la volonté de percer le mystère de la participation, que je mentionnais un peu dans mon introduction, ce pourquoi c'était si peu par rapport à la grande idée, bon évidemment ça ne sera jamais levé et on peut se demander si ça a été dévoyé, si De Gaulle n'a pas réussi à faire passer son idée. Bon, je pense que ce n'est pas forcément le travail de l'historienne de trancher ces questions, ce n'est pas une science cognitive, je n'essaye pas de démasquer De Gaulle ou au contraire de le révéler comme grand révolutionnaire. Mais je dirais que ce travail de synthèse, il ouvre la porte quand même à des tentatives de conclusion. Et je dois dire, et je pense qu'au terme des recherches, les limites du projet, en tout cas en 67, sont tellement apparentes qu'on a l'impression qu'elle n'a jamais été sérieusement envisagée. Et je dirais aussi que les contradictions de la participation sont constitutives de celle-ci, en fait. Et je pense qu'elles ont été en partie assumées. Peut-être que De Gaulle y comptait sur ce caractère un peu paradoxal pour faire accepter la réforme, que chacun puisse y voir ce qu'il y voulait. En termes, très rapidement, sur les enrichissements qu'il pourrait y avoir à ce travail, ça reste qu'un travail de master, donc qui a beaucoup de limites, notamment sur la période de mai 68 que j'ai abordée en troisième partie, où là, De Gaulle est attaqué sur son idée de participation, qui met beaucoup en avant à ce moment-là, en tout cas dans la première réponse qu'il fait aux événements, c'est la participation qui est proposée comme solution. Et je pense que cette période-là, elle mériterait un travail beaucoup plus poussé en termes de bibliographie et de sources. Et d'ailleurs, c'est la présentation de M. Müller montre bien que ça aurait été intéressant de voir aussi la participation prise par les militants, par le bas, comment eux s'approprient cette idée et en font le relais. Et enfin, sur l'actionnariat ouvrier de Pompidou, j'en parle dans le mémoire, mais je l'ai étudié quasiment exclusivement dans la perspective d'un prolongement de l'action gaullienne, alors que je pense que ces réformes, elles mériteraient une étude qui leur est propre, en lien avec leur propre contexte économique et surtout politique, qui n'est plus le même que celui des années 60, après les événements de 68, mais aussi le programme commun de la gauche, qui est comme...
Donc voilà, j'espère vous avoir présenté les principaux aspects de cette recherche, qui n'a pas été forcément facile à mener dans une période aussi de pandémie, avec les fermetures d'archives et tout ce qui s'ensuit. Et pour parler un peu des suites de ce travail, ça a été évoqué plusieurs fois, mais le mémoire a reçu le prix Itac Marquet, qui donne lieu à une publication, donc j'en suis très heureuse, et je profite de cette présentation pour remercier le jury, et particulièrement M. Jean Marquet, donc, qui me donne une chance de valoriser ce travail d'étudiant sous la forme d'une publication. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Louise, pour vous être effectivement attaquée à ce mystère de la participation et d'avoir levé finalement un certain nombre quand même d'ombres au tableau, parce que, et ce n'est pas le président Godefrin qui me démentira, je pense, ça a été quand même, cette affaire, longtemps présentée comme étant une épine entre gaullistes et pompidoliens. Hein, le problème de la participation, le problème de l'intéressement, et on nous a toujours effectivement présenté cela. Oh, surtout n'en parlez pas, ne déterrez pas le cadavre de la participation, parce que sinon on va effectivement à nouveau rouvrir des querelles entre gaullistes et pompidoliens. Donc vous nous avez montré que ce n'était pas, ou que du moins les choses étaient beaucoup plus fines que effectivement ce qu'on en pensait, et soyez-en vivement remerciés à cet égard. Je laisse maintenant la parole aux questions, et peut-être, puisque nous avons la chance, Président, de vous avoir, que effectivement vous puissiez nous donner votre sentiment sur cette participation et sur ce travail. Bien, merci beaucoup de me donner la parole en premier. Simplement, je voudrais vous dire que vous avez un jeune âge, et j'aimerais savoir pourquoi vous êtes intéressé à la participation. Parce que c'est tellement présenté aujourd'hui comme un vieux truc, un vieux machin, c'est vrai, et qu'une jeune personne comme vous puisse s'y intéresser, bravo, ça ne peut que nous faire plaisir à ceux qui sont attachés à ce principe. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas tombé dans le piège qui vient d'être cité, puisque il y a beaucoup de choses qu'a proposé, au moins laisser faire, Georges Pompidou, qui me font dire, après vraiment une analyse très, très poussée des archives qui sont à votre disposition à l'information, que si Georges Pompidou n'avait pas pris un certain nombre de décisions, notamment la mensualisation, il n'y aurait jamais pu y avoir de participation. Il enterrait la participation en ne faisant pas la mensualisation. Personne ne le dit, sauf vous et moi. Bon, alors, il y a des aspects très positifs que l'on ne cite que rarement. Alors, vous me direz, ça frôle l'actionnariat salarié, qui n'est qu'un des aspects, qu'un outil de la participation. Ce n'est pas la participation, mais c'est un bel outil. C'est l'affaire des OPA. C'est-à-dire que combien d'entreprises françaises aujourd'hui, au minimum, n'existeraient plus et au pire seraient étrangères. Je vais juste citer Bouygues, évidemment, je ne peux pas citer Bouygues, la Société Générale, les entreprises étrangères, et Fage, qui était visé par un groupe espagnol, SACIR, qui a deux doigts de vraiment un très peu de choses. Ça va. Alors, effectivement, vous avez très bien fait de dire que dans l'esprit de Gaulle, c'est très ancien. Même au moment de Londres, 41, Oxford, vous pouvez bien noter sur votre ordinateur, discours de Gaulle, il est entièrement. Ce discours est extraordinaire parce qu'il fait une analyse, et vous l'avez très bien sous-entendu, de la société telle qu'il la voit venir, qui est... C'est génial, excusez-moi, il voit tout, de ce qui peut se passer avec cette société future qu'il envisage et qui effectivement a surgi après la guerre. Et puis il remet ça à Strasbourg, c'est en 1947, je crois, il fait un très grand discours à Strasbourg, mais après la guerre, sur ce sujet, et à nouveau, il décortique, il va plus loin que le discours d'Oxford, qui était un discours de principe, je veux dire, d'analyse de la société, là ça va plus loin, et c'est vraiment très intéressant. Alors,
je ne vais pas être trop long, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres dans la salle qui en savent peut-être même plus que moi, mais l'évolution des esprits. 95, si je me souviens bien, je fais un rapport à la demande de Giraud, qui était ministre du Travail. Évidemment, je vais vers les syndicats de salariés. Voilà ma vie. Très aimable, sauf que à peu près le seul, et vous l'avez dit, c'est à l'époque Tessier était encore vivant, la CFTC. Et avec les cadres, CGC et CFTC, bon, le dialogue était très positif. Par contre, pire, excusez de le dire, c'est force ouvrière. Parce que la base était faite de fonctionnaires, principalement. CGT aussi, bah, c'est évident que pour eux, c'était le diable, mais ça fait rien. Et puis, quelques années plus tard, j'ai oublié, 95, une dizaine d'années plus tard, je suis à nouveau chargé, je suis même nommé parlementaire en mission sur cette question. C'est Balladur qui m'a poussé dans mes papiers. Et je refais le même tour de table. Je vais les revoir tous. Quelle évolution. Quelle évolution. La CFDT me dit, ah, on est un spécialiste de ça, vous donnez un livre, je l'ai vu. Alors qu'avant, c'était votre affaire ne fera pas notre affaire. Je me souviens de leur phrase. Et 10 ans plus tard, l'évolution des esprits est telle que la CGT aussi avait désigné un membre du bureau confédéral pour travailler sur ce sujet. Ça pensait. Alors CFTC, c'était toujours. Par contre, Force ouvrière était restée toujours sur ses principes. J'ai oublié le nom du secrétaire qui est décédé, Blondel. C'était Blondel. Alors Blondel, j'ai eu une conversation très courte sur le sujet. On s'aimait beaucoup avec Blondel pour les raisons, sauf que sur ce sujet-là, ça a accroché un peu. Blondel me reçoit, naturellement, il m'invite à déjeuner. Et il me dit, écoute, je ne vais pas parler d'autre chose, mais quand même, je voudrais te dire que pour moi, le social, c'est un bon conflit, une bonne trêve et un bon accord. Voilà. C'était ça. Et dès que je voulais lui parler du reste, c'était porte close. Voilà. Donc, mais je ne désespère pas du tout de l'évolution des esprits et des responsables sociaux actuels. Bon, il ne faut pas tenir compte de l'actualité, mais je pense que s'il y a une bonne pédagogie sur ce sujet, on peut y arriver. Merci beaucoup. Donc pour prolonger ce que vient de dire Jacques, qui est important, je pense que les deux structures directement concernées par ce thème de la participation, la Fondation Charles de Gaulle et l'Institut Georges Pompidou, vont probablement unir un jour proche maintenant, j'espère, unir leurs forces et organiser un colloque qui ne marquera pas la fin du débat, bien sûr, mais qui permettra de l'éclairer complètement et d'en tirer d'ailleurs peut-être la leçon et de faire bouger encore les choses dans ce domaine, au-delà de tout ce qui a déjà été fait par des différents premiers ministres qui se sont succédés à Matignon ou ailleurs. Donc voilà, ça n'est pas un scoop. Je n'ai pas la garantie que ce colloque sera tenu cette année, notamment parce que pour l'Institut Georges Pompidou, nous avons un plan de charge important avec la préparation de toutes les cérémonies, de tous les colloques, toutes les réunions qui auront lieu pour célébrer l'an prochain la disparition de Georges Pompidou. Mais en tout cas, nous gardons cette idée en tête, et je dois en parler prochainement au président de la Fondation Charles de Gaulle, de tenir ce colloque le plus rapidement possible. Très bien. Pardon, et d'ailleurs, des écrits ont paru, du côté de la Fondation d'ailleurs surtout, c'est-à-dire que plusieurs collaborateurs de la Fondation ont précédé le mouvement en publiant des ouvrages, chacun un ouvrage sur la participation, des ouvrages d'ailleurs qui sont d'ailleurs de bonne facture et qui donneront une bonne base au futur colloque. Merci beaucoup de votre témoignage et puis de votre conclusion optimiste vous-même. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions à poser sur ce problème de la participation à Louise ?
qu'il y a d'autres remarques sur cette participation? Intéressement aussi peut-être? Oui. Il faut peut-être parler aussi de la terminologie. Parce que le texte de 59, c'est l'intéressement. Voilà. On ne va pas plus loin. Donc, 59. Est-ce qu'il y a d'autres... Souhaitez-vous prolonger votre travail sur la participation par une thèse, ou enfin, faut peut-être aussi s'adresser à votre directeur de recherche? Est-ce que vous avez des projets là-dessus? En fait, je suis en double formation. Là, je suis à l'IEP de Rennes, donc je finis un Master 2 en sciences politiques. Et non, je n'envisage pas forcément de poursuivre dans la recherche. J'aimerais bien travailler dans les métiers d'expertise auprès des CSE, donc les cabinets d'expertise. Très bien. Le directeur de thèse. Et que dit le directeur? Voilà. D'autres questions sur ces problèmes de participation et d'intéressement, toujours actuels? Est-ce que vous avez François? Oui, est-ce que vous avez perçu parmi les gaullistes de gauche, c'est un univers très complexe, assez conflictuel, le plus direct du gaullisme, pour reprendre l'expression, la fameuse citation de Bernard. Est-ce qu'il y avait, s'agissant des gaullistes de gauche anti-pompidoliens, qui du temps qui sont plus favorables à Georges Pompidou, comme Charbonnel ou Hamon, est-ce qu'il y avait aussi des divergences d'appréciation de la participation? Oui. C'est surtout des... Le problème, c'est que là, j'ai accédé surtout à des témoignages a posteriori. Par exemple, je pense à Philippe de Chartres, qui met beaucoup en avant la continuité qu'il y a eu sous Pompidou, qui a beaucoup soutenu Pompidou. Donc là, ça diverge complètement avec l'opinion qu'en ont Vallon et Capitan sur ce sujet-là. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a des oppositions, en tout cas dans la perception de si l'idée a été dévoyée ou pas, si elle a été bien appliquée. J'avoue que les mécanismes très fins d'opposition entre les gaullistes de gauche, j'ai pas réussi à tous les démêler. Mais voilà, c'est ce que je pourrais répondre. C'est très bien d'avoir cité Philippe de Chartres, qui a été dans le gouvernement. Parce que c'est vraiment important de voir que dans les gaullistes, ce qui a chopé vraiment, c'est l'amendement Vallon. Bernard connaît très bien cette question aussi. L'amendement Vallon faisait quand même en sorte qu'au bout de 3 générations, l'entreprise n'appartenait plus du tout à ses propriétaires. Bon, au moment où on cherche des capitaux à l'étranger pour investir en France, c'est difficile d'aller dire à des entreprises étrangères de s'installer en France, mais il faut rajouter, mais dans 3 ans, 15 ans, 20 ans, vous ne serez plus propriétaire. Il y avait vraiment une incompatibilité. Et les années, les belles années économiques, comme on dit, font quand même, il y a eu un apport de capitaux étrangers. Et vous ne serez jamais venu si on leur avait dit qu'il y aura un amendement Vallon. C'est ça. Voilà, l'accroche entre Vallon et Pompidou, ça, c'est pas possible. Deschartres a continué à s'occuper de la participation jusqu'au bout. Oui, au Conseil social, il est encore très engagé sur ce terrain. Tout à fait. Écoutez, je crois qu'il nous reste à remercier vivement tous les intervenants. Et Olivier, je vous cède, je vous transfère pour la suite de... Voilà. Alors, de dérouler. Oui. Écoutez, on va pouvoir se retrouver au club à côté sur un déjeuner, un buffet déjeunatoire. Il sera donc remis de médailles pour les lauréats du prix TED de l'Institut Georges Pompidou, qui, comme cela a été précisé, étaient sur des médailles de la Monnaie de Paris qui ont été créées et produites pour l'Institut Georges Pompidou en 2019, à l'occasion du 50e anniversaire de l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République. Et comme l'a rappelé le président Bernard Isenberg, donc l'année prochaine,
prochaine, enfin en 2024, oui, l'année prochaine, ce sera effectivement les 50 ans de la disparition de Georges Pompidou. Donc l'Institut est très engagé dans différents projets et nous préparons actuellement un dictionnaire inédit sur Georges Pompidou avec la contribution de 110 auteurs qui ont accepté de construire cet ouvrage. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Nous remercions évidemment ceux qui sont ici d'être là, voilà, tout simplement pour venir entendre ces premiers lauréats avec des sujets, vous l'avez vu, très divers, qui montrent encore l'intérêt, parce qu'on sous-estime, souvent on surestime le travail qui a déjà été fait. Il y a beaucoup de sources qui ne sont pas encore exploitées. Il y a une façon aussi de les croiser, les types de sources. On l'a très bien vu avec l'histoire du centre Pompidou, qui a priori est une histoire qu'on croyait bouclée, mais en fait pas du tout. Donc il y a encore beaucoup à déconstruire. Et puis tout simplement notre fonds d'archives orales qui regroupe plus de 700 heures d'entretien qui ont été réalisées pendant une 10-15 d'années par des collègues chargés de recherche qui sont devenus depuis des universitaires et qui ont permis de stocker cette mémoire, celle de 182 anciens collaborateurs de Georges Pompidou. Et c'est ce que montrait très bien Louise tout à l'heure, c'est que dans ces entretiens, on voit les scories, même si c'est calibré, même si les gens essaient de contrôler ce qu'ils disent, il leur échappe des mots, ils donnent leur avis sur beaucoup de choses, des choses qu'ils ne laisseraient pas à l'écrit, sauf sur des brouillons, sur des notes. Donc, cette capacité à mobiliser encore différents types de sources, on n'a pas encore suffisamment de chercheurs qui viennent consulter ces archives orales, paradoxalement, alors qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on a peut-être une histoire politique encore à vouloir redévelopper, je ne sais pas. En tout cas, il y a plusieurs secteurs de l'histoire qui demandent à encore s'épanouir, et pour les autres, ils peuvent aussi venir dans notre fonds d'archives orales. Donc voilà, ce prix, ça a vraiment pour idée de montrer qu'une association mémorielle, c'est quand même aussi un conseil scientifique, d'abord aussi, et qu'il y a une mission de recherche, qu'elle est de haut niveau, et qu'elle doit susciter effectivement l'intérêt des collègues universitaires et de leurs étudiants. Donc de ce point de vue, je pense que ce prix qui a été décidé par le conseil scientifique et par Christine Manilan, sa présidente, a toute sa place et légitime complètement les missions de l'Institut Georges Pompidou. Merci beaucoup, Olivier. Donc il nous reste... Non, et vive libre Olivier, pardon.